Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La COP26 vient de se clôturer à Glasgow, en Écosse, mais laisse encore une fois un goût d'inachevé. Les pays du monde semblent prendre leur temps face à l'urgence climatique. Nous en parlons avec notre invité qui revient de la COP26. Il s'agit de Khalid Temsamni, expert international en changement climatique et en biodiversité. Il est aussi le secrétaire général de la Fondation Maison Méditerranée du climat ici au Maroc. Bonjour, M. Temsamni. Bonjour, Monsieur Omar, et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci d'être avec nous. Vous revenez fraîchement de Glasgow. On parle d'un bilan, ou plutôt en tout cas d'une COP26 au goût d'inachevé. Vous avez été sur place, l'accord a été quand même signé. Que retenez-vous de cette COP26? Merci. Tout d'abord, je tiens à préciser, il n'y a pas eu d'accord signé. Donc, c'est juste une déclaration. Un communiqué, une déclaration. Par le président Sharma, le président de la COP. Et vous savez, avant d'expliquer les choses, il faut que les gens sachent que le processus onusien qui a démarré en 1995, il y a eu 26 COP, tout se fait à l'unanimité. On ne peut pas produire ou sortir ou approuver un document si on n'est pas unanime. Et alors, déjà, la Convention cadre des Nations Unies, il y a 197 pays. Il faut qu'ils se mettent d'accord tous ensemble en même temps. Et pour l'accord de Paris, on est à peu près 190 pays qui ont ratifié l'accord de Paris. Donc, on ne peut pas produire quelque chose sans que ce soit à l'unanimité. Et maintenant, quand vous passez des jours à vous mettre d'accord sur juste un mot, est-ce qu'on recommande ou bien on urge ou bien il faut que les pays fassent ceci et cela, vous comprenez que ça prend du temps. Maintenant, pour ce qui est de la COP26, bon, c'est vrai que nous qui revenons de là, on est un peu frustrés. Parce que surtout le mercredi dernier, quand on a vu cette annonce en fanfare des États-Unis et de la Chine sur leur vraie intention concernant la remise sur les rails de ces deux pays sur la trajectoire de l'accord de Paris, qui dit que d'ici la fin du siècle, il faut qu'on soit en dessous de 2 degrés Celsius, c'est-à-dire 1,5. On s'est dit, bon, ben, les choses vont aller bien. Mais en termes de chiffres et de données, on est resté à notre fin. Mais sachez que ce qui a triomphé, je crois, dans cette COP26, à mon avis, c'est la science. La science vraiment était fortement présente et à l'unanimité, là je dirais à l'unanimité, tous les pays dans le cadre justement de cette annonce de Sharma, le président, le dernier document qui est sorti dimanche finalement, là on dit que vraiment les évidences scientifiques sont là et qu'il faut les prendre au sérieux et que si on ne fait rien, au moins d'ici 2030, il nous reste 8 ans pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre dans le charbon. Maintenant, on a rajouté le méthane et d'autres gaz à effet de serre. Si on ne les limite pas de 45% d'ici 2030, eh bien, on ne va pas être sur cette trajectoire-là des 1,5, mais beaucoup plus, on va aller vers le 2,7 degrés Celsius. Mais ça, c'est très, très dangereux. Et je voudrais dire que si vraiment ces pays partis de l'accord de Paris ont une bonne intention politique, comme celle que le Maroc a, et il l'a démontré à travers ses politiques et ses stratégies, mais il faudrait que chaque année, on diminue nos émissions de 2,7%. Les émissions globales, je parle des émissions globales. Alors, on va revenir sur ces détails. Mais juste pour rester encore sur la COP26, là, on a l'impression qu'on est à des niveaux d'intérêt différents. Quand on voit les économies, en tout cas les grandes puissances, de l'autre côté les économies émergentes, en fait, quand on prend le cas de l'Inde et de la Chine, que beaucoup aujourd'hui accusent d'avoir contribué à, en tout cas, édulcorer cette déclaration, c'est des pays qui sont dans une phase de développement bien précise et qui ont besoin de certaines ressources comme le charbon. Alors, quand on voit les pays d'Afrique ou d'autres pays, on voit que les intérêts sont vraiment divergents. Aujourd'hui, comment faire pour que tous ces intérêts-là s'alignent et qu'on puisse s'entendre sur quelque chose non seulement qui permet un développement durable, mais qui puisse préserver l'environnement? Mais c'est là toute la question qui a traîné depuis quelques COP, c'est la transition juste, la just transition, la transition juste vers des économies vertes sobres en carbone.
nécessite des apports financiers et des soutiens. L'Inde, par exemple, qui, si vous voulez que l'Inde transite vers des énergies propres, elle va carrément stopper son développement, ou d'autres pays pareils. Donc, il demande une transition juste, c'est-à-dire qu'il demande des soutiens. Si j'arrête mes centrales à charbon, eh bien, comment moi je vais me développer? Donnez-moi des ressources. Et c'est là toute la question de la finance climatique. Vraiment, c'est le nerf de la guerre, mais là, pour les COP, et surtout l'accord de Paris, si les moyens financiers qui ont été promis par les pays développés, des 100 milliards de dollars à partir de 2022, chaque année, c'est le minimum, c'est 100 milliards de dollars, 2022 minimum chaque année, là, on est loin de cette annonce-là. Et maintenant, il y a les dommages, les pertes et préjudices, et il y a surtout l'appui en matière d'adaptation pour les pays qui sont comme le Maroc. Et c'est là, ces appuis-là, il ne faut pas les comprendre que c'est uniquement des apports financiers par les pays riches. Non, ça peut être un apport financier pour soutenir un pays, mais l'apport peut être sous forme de renforcement de capacité ou bien sous forme de transfert de technologie. Il y a trois options pour ces pays-là. Mais qu'est-ce qui a été vraiment très très fort au niveau de la COP26, que ça a été soutenu par justement le groupe G77 plus la Chine ou bien le groupe africain, surtout cela, je parle de cela, parce que le groupe arabe, c'est une autre histoire. Si vous avez le temps, je peux vous expliquer ce qui se passe. Mais avec ces deux groupes de pression au niveau des COP, on dit qu'il faudrait qu'on puisse avoir des soutiens financiers, mais surtout qu'on puisse nous laisser nous développer et que vis-à-vis des institutions financières qui donnent de l'argent pour le climat, il faut qu'ils assouplissent leurs procédures. Vous savez, si vous prenez le Fonds vert climat, mais c'est très très compliqué de soumettre un projet pour qu'il soit accepté et financé. Alors les pays en voie de développement demandent à ce qu'il y ait un assouplissement des procédures et des moyens de pouvoir soumettre un projet, mais surtout d'avoir d'autres fenêtres, comme par exemple il y a en ce moment le readiness, c'est l'option readiness du GCF, qui permet de donner 300 000 $ pour renforcer les capacités de l'équipe nationale qui va, elle, commencer à préparer les projets. Mais ça reste vraiment en deçà des aspirations des pays en voie de développement. Alors, justement, ces pays en voie de développement, dont je rappelle qu'ils sont les plus impactés et paradoxalement ceux qui polluent le moins. Qu'est-ce que l'Afrique et ces pays en voie de développement, je pense aussi aux pays insulaires et qui sont les plus menacés, qu'est-ce que ces pays-là ont réussi à obtenir de cette nouvelle COP? Écoutez, ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est peut-être un renforcement de la caisse, si je peux m'exprimer ainsi, du fonds d'adaptation, parce que c'est un autre mécanisme financier qui relève du protocole de Kyoto. Donc il n'y a pas que le fonds vert climat, mais il y a aussi le fonds d'adaptation, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, à la COP 22 de Marrakech, il était question à ce qu'on aligne ces deux fonds pour qu'ils puissent tous les deux servir la cause de l'accord de Paris. Donc, le fonds d'adaptation va pouvoir un peu donner des ressources aux pays africains, mais sachez aussi que l'initiative AAA, donc l'adaptation de l'agriculture en Afrique qui a été lancée par le Royaume du Maroc à la COP 22, eh bien, c'est une initiative très sérieuse qu'il va falloir aussi tenir en compte. Je voudrais signaler une chose avant que j'oublie, c'est que dans ce communiqué ou ce rapport qui a été publié hier, je pense hier, oui, par la présidence de la COP 26, à l'article 6, si vous allez à l'article 6, maintenant on mentionne le Marrakech Partnership for Climate Action, le partenariat de Marrakech pour l'action climatique qui a émané de la COP22 à Marrakech, parce qu'on avait tendance à l'oublier. Sachez que le Marrakech Partnership va permettre d'aider, on ne va pas le faire entièrement, mais d'aider à essayer de raccourcir ou de diminuer ce gap qui existe entre les soumissions des gouvernements et le gap qui existe encore pour atteindre les 2 degrés, voire 1,5 degrés Celsius. Or, ce gap-là ne peut être rempli que par les actions des acteurs non étatiques, dont le secteur privé, c'est très très important de le souligner ici, le secteur privé doit se mobiliser pour la cause climatique, mais il y a aussi la société civile, les universitaires, les territoires, les collectivités territoriales, etc. Donc, le Marrakech Partnership pour l'action climatique a été cité dans l'article 56 de cette déclaration, d'avant-hier ou d'hier. Donc, ça, c'est très, très important. Mais en plus, l'annonce du président Sharma, qui maintenant pratiquement est en train d'être finalisée donc pour les questions de vocabulaire pour qu'elle soit publiée officiellement,
Pour la première fois, la présidence de la COP demande à ce que l'approche genre, à ce que les jeunes et la société civile soient incorporés et soient partie prenante dorénavant dans l'action climatique, mais surtout dans les COP, durant les COP. Donc, on va Alors, donner un espace spécial pour les acteurs non étatiques. alors, Très important. c'est ça. Je pense que c'est important. Un autre temps fort de cette COP, c'est lorsqu'on publie ces indices sur les performances climatiques. Le Maroc maintient donc sa 5e position parmi donc les 5 pays au monde, en tout cas, qui sont cités en exemple dans ce rapport-là. Selon vous, pourquoi et comment le Maroc réussit à se maintenir dans cet index-là? Oui, c'est une très très bonne question, Omar. En fait, le Maroc a perdu un point. Ça, je tiens à le signaler. On est 5e en ce moment. Mais sachez que le Maroc, avec sa politique et sa stratégie très 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 ambitieuse en matière d'énergie renouvelable, avec son NDC qui est passé en 2016 de 42% en termes de mitigation ou d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, on est passé à la deuxième NDC qui a été soumise en juin dernier à 45,5% d'ambition en matière de mitigation des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Elle ne vient pas comme ça de rien, elle vient d'une politique, d'une stratégie sérieuse sur le champ, concrète, palpable, que le Maroc propose pour atteindre cet objectif-là, à l'encontre de d'autres pays. Je tiens à le signaler, parce qu'il y a des pays qui ont soumis des NDC, soi-disant ambitieuses, mais sur le terrain, on ne voit rien, pratiquement rien. Le Maroc, lui, il travaille, il a une trajectoire bien tracée. Mais pourquoi est-ce qu'on a perdu une place? Parce qu'on était mieux placé que la 5e position. Mais c'est parce que les gens qui ont fait ce rapport ou qui ont fait cette évaluation-là estiment qu'il faut encore faire un effort en matière de démocratisation de l'accès et de l'énergie aux énergies renouvelables par la population. Parce que c'est vrai qu'on a des gros projets, des méga projets, mais encore faut-il maintenant de traduire ces méga projets en facture d'électricité du citoyen lambda de chaque mois. C'est là qu'il faut encore faire un petit effort et je crois qu'il y a un texte maintenant en ce moment qui va passer au Parlement, je crois. Hein. Il y a un texte qui va maintenant qui est en train de discuter comment démocratiser et comment avoir un accès privé, c'est important, ou bien la production privée d'énergie renouvelable, qu'elle soit d'une manière bien légiférée. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Vous parlez là donc de ce projet de loi qui vient d'être validé en conseil de gouvernement la semaine dernière et qui porte sur l'autoproduction d'électricité. Alors, le Maroc a dit durant cette COP, en tout cas, prévoir d'atteindre la neutralité carbone vers 2050. Pensez-vous que cet objectif est vraiment à portée pour le Royaume? Écoutez, si vous allez vers l'évaluation qui, pour moi, est une des meilleures au monde, c'est le Climate Action Tracker, le CAT. Alors, le CAT classe le Maroc parmi les pays qui sont sur la voie de 1,5 degré Celsius. Et c'est en fonction des indices qui ont été soumises et des évaluations qui ont été faites par cet organisme, qui est indépendant, j'insiste. Eh bien, le Maroc, sur sa politique énergétique et surtout sur sa stratégie bas carbone, parce qu'elle est pratiquement en phase finale, la LEDS, la Low Emission Development Strategy du Maroc, on est sur la voie de la neutralité carbone 2050. Ça, je peux vous le dire, on est sur la très bonne voie de la neutralité carbone. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Le Maroc, c'est un pays qui émet 0,16, 0,17% des émissions des gaz à effet de serre. C'est vraiment rien. Nous ne sommes pas un grand émetteur. C'est pour ça que je dis que le Maroc est un pays modèle, et ça a été compris au niveau des COP. Un pays qui ne pollue pas, qui n'émet pas, mais un pays qui fait des efforts vis-à-vis des 1,5 degrés Celsius. C'est extraordinaire. Chose que d'autres pays ne le font pas. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est cette hypocrisie qui tourne autour des COP. C'est-à-dire, on a des annonces, on a des discours, des beaux discours. Quand vous êtes dans une plénière à la COP, d'ailleurs la semaine dernière, j'ai été sidéré par, je ne vais pas citer le nom du pays, permettez-moi de ne pas le citer, mais un pays du Golfe qui, je ne cite pas le nom, hein, mais qui dit qu'il faudrait que dorénavant, toutes les formes d'énergie soient sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire le gaz, le pétrole, le charbon, l'éolien, le solaire, sur le même pied d'égalité, si vous voulez qu'on continue à discuter.
Comment voulez-vous, avec de telles mentalités, qu'on puisse atteindre la neutralité carbone d'ici 2050? Mais c'est pratiquement impossible. Alors que ce Alors, sont en des tout cas, pays au qui sont niveau des grands mondial, émetteurs. ce sera difficile à réaliser, sachant, comme on le disait tout à l'heure, les intérêts qui divergent, mais aussi les niveaux de développement qui ne sont pas les mêmes et tout le monde aspire, en tout cas, à réaliser une croissance économique qui est gourmande donc, en termes de consommation énergétique. Peut-être une dernière question. Quand on voit la stratégie en cours au Maroc, le mix énergétique, et les enjeux énergétiques actuellement, vous, en tant qu'expert climatique, pensez-vous que actuellement le rythme suivi est le bon? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que je suis même très, très optimiste avec le nouveau gouvernement et la transformation du ministère de l'Énergie en ministère de transition énergétique et développement durable. C'est un très bon signe, surtout avec qu'à la tête de ce département, il y a une personne qui est experte en transition énergétique, qui connaît les enjeux internationaux et régionaux en la matière. Moi, je crois que on est sur la bonne voie. Bien sûr, maintenant, il y a cet accident de parcours, je vais dire, dû à notre voisinage, dû au gaz naturel, mais je crois qu'on est en état de relever le défi et de diversifier nos apports énergétiques. Mhm. Surtout, je dirais qu'il faudrait aller vers le sens des énergies renouvelables. Laisser le gaz, c'est bien, mais aller plutôt vers le solaire et l'éolien et l'hydroélectrique, pourquoi pas, pour essayer d'avoir notre autonomie énergétique dans les plus brefs délais et vraiment continuer l'avancée, continuer le développement de notre cher pays. Merci Voilà. beaucoup, Khalid Tem Samni. Je rappelle que vous êtes expert international en changement climatique et en biosécurité. Vous êtes également le secrétaire général de la Fondation Maison Méditerranée du climat au Maroc. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Tétouan et je rappelle que vous revenez fraîchement de Glasgow où se tenait la COP26. Bonne journée à vous, Khalid Tem Samni. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci à vous aussi. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.